On va parler de Éric Lombard, ancien ministre de l'économie, qui a dit dans Libération que des milliers de riches échappent à l'impôt et paient 0 € d'impôt. Il a dit ça en plein examen du budget en plus à l'Assemblée nationale. Enfin, lui n'est plus ministre, hein, et donc il ne siégeait pas à l'Assemblée, mais il l'a dit alors que les députés examinent le budget et qu'il y avait une grosse tension il y a quelques semaines sur faire payer ou non les plus riches, créer ou non une taxe Zuckman. Donc Éric Lombard, qui à l'époque était contre la taxe Zuckman, en tout cas il s'est jamais manifesté pour, a relancé malgré lui les débats autour de cette taxe Zuckman qui vise à ce que les riches payent un minimum d'impôts. Cyprien Mangoda, est-ce que tu es surpris par les propos d'Éric Lombard qui dit donc que des milliers de riches échappent à l'impôt ? Je suis surpris qu'il ait dit en tout cas, parce que nous ça fait des années qu'on l'écrit dans les colonnes de l'Humanité, et ça fait des années qu'il y a des experts en fiscalité qui abordent cette question-là. Tu as parlé de Gabriel Zuckman, évidemment, c'est le plus célèbre. Toute une partie de la gauche aussi, enfin même toute la gauche qui se bat pour que les riches payent plus d'impôts. Mais c'est vrai que c'est assez rare qu'un ancien ministre de l'économie lâche comme ça une bombe. Ce qu'il a dit, tu l'as cité, mais je l'ai noté pour être vraiment précis. Il a dit, parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de 0 et donc ils ne payent aucun impôt sur le revenu. Je pense que s'il avait voulu donner des armes à la gauche et savonner la planche à Sébastien Lecornu, il s'y serait pas pris autrement. Après, c'est pas très surprenant parce qu'on sait en fait, et ça encore une fois on l'a beaucoup écrit, qu'on a un système fiscal en France qui est régressif. Ça veut dire qu'en fait, au-delà d'un certain niveau de revenu, tu payes de moins en moins d'impôts. Et on sait aussi, je vais pas assommer tout le monde de chiffres, mais... Tu es en train de dire que plus on est riche, passer un certain seuil de richesse, plus on est riche, moins on paye d'impôts. C'est ça, au-delà de... Il y a une inversion chez les très hauts revenus, il y a une inversion de la fiscalité en fait. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils payent proportionnellement à leurs revenus. En fait, plus tu es riche, je crois que c'est au-delà de 600 000 € de revenus annuels, et moins tu payes d'impôts. Et plus précisément, les 378 ménages les plus riches de France sont soumis à un taux d'imposition de 2%. Un taux de 2% seulement. Et donc en général, les milliardaires, c'est une centaine de personnes en France, payent 2 fois moins d'impôts que la moyenne des Français. Ce qui contrevient complètement à la logique qu'on nous apprend, à la logique même de notre modèle social, où chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et plus tu as de moyens, plus tu es censé payer d'impôts pour participer à la solidarité nationale. Oui, c'est complètement. Ça contrevient même au pacte social tel qu'il est fondé dans ce pays depuis 1789 en réalité. Et ça, pour le comprendre, en fait, c'est assez simple. C'est lié à la composition de la fortune des plus riches. Toi et moi, notre fortune, elle vient essentiellement de nos salaires et éventuellement, si on a de la chance, de notre patrimoine immobilier. Donc c'est là-dessus qu'on paye des impôts. Pour les plus riches, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, l'essentiel de leur fortune, ça vient de leurs actions et plus généralement de leurs dividendes, des dividendes qu'ils reçoivent parce qu'en général, ils sont propriétaires, actionnaires d'entreprises. Et donc ça a une conséquence assez simple, c'est qu'ils sont pas soumis, ou très peu en tout cas, aux taxes foncières et à l'impôt sur la fortune immobilière, tu sais, qui a remplacé l'impôt sur la fortune qui avait été dézingué par Emmanuel Macron. L'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Exactement, parce qu'en fait, les plus riches, on parle vraiment des très très riches, hein, une grosse partie de leur fortune, c'est des actions d'entreprise et c'est pas des revenus de l'immobilier. Et par ailleurs, ils payent très très peu d'impôts sur le revenu parce qu'ils se débrouillent en fait, si tu veux, ils structurent leurs revenus de façon à se verser des salaires relativement faibles comparativement à leur fortune et de stocker tous leurs dividendes, donc les dividendes qu'ils reçoivent de leurs entreprises, dans des holdings. Donc, pour faire très simple, c'est des sociétés écrans qui sont souvent d'ailleurs basées en France et en fait sur lesquelles les dividendes qui sont placés dans ces sociétés écrans-là ne sont quasiment pas soumises à l'impôt sur le revenu. Donc, la grande phrase des milliardaires et des très très riches, c'est ce n'est pas moi qui suis riche, c'est ma société qui a de la valeur. Bien sûr. Et en fait, tout est organisé pour éviter d'avoir à payer des impôts et conserver au maximum sa richesse. Exactement. Et c'est très commode parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas sortir directement de l'argent de cette holding pour s'acheter, je sais pas, un yacht par exemple. Parce que là, du coup, ils paieraient de l'impôt. Mais en revanche, ils peuvent, grâce à cette holding, payer plein de choses, s'acheter des journaux par exemple. On sait que c'est ce que font les milliardaires, ils aiment beaucoup ça. Et donc, ils jouent un rôle dans la vie publique, dans la vie de la cité, grâce à tout cet argent, mais ils sont très très peu imposés dessus. Alors la gauche qui est mobilisée depuis le début pour la création de la taxe Zuckman a évidemment réagi, elle est en ébullition depuis les propos de Éric Lombard. Ouais. Éric Coquerel, qui est président insoumis de la commission des finances à l'Assemblée nationale, a demandé les documents. Sur quels documents s'appuie Éric Lombard pour dire que des milliers de riches échappent à l'impôt ? Il les réclame en tant que
président de la commission des finances à l'Assemblée. Normalement, il a des pouvoirs. D'ailleurs, il peut aller chercher des documents. On va voir s'il y pourra obtenir cela. La députée communiste Elsa Fossillon a demandé, là, il y a quelques minutes, lors des questions au gouvernement, de créer une taxe enfin sur les riches pour qu'ils payent des impôts et de donner les documents. Et Amélie de Montchalin, qui est la ministre des Comptes publics, a dit Éric Lombard s'est trompé. Les documents n'existent pas. Elle a dit, il n'y a pas de milliers de riches. Il n'y a pas de riches qui ne payent pas d'impôts en France. Ouais. Après, alors, cela dit, il y a un vrai débat. C'est-à-dire que moi, je t'avoue, pour être honnête avec toi, que j'étais surpris d'entendre donc Éric Lombard dire qu'il y avait des riches qui ne payaient aucun impôt sur le revenu. Vraiment 0 €. Ça, c'est vrai. S'il le dit, je pense que c'est vrai. Moi, j'en ai discuté juste avant de venir avec un fiscaliste qui s'appelle Vincent Drozet, tu sais, avec lequel on travaille souvent dans l'UMA, qui est notamment à Attaque. Et quand tu discutes donc avec des fiscalistes, ils te disent quand même que la plupart des très riches payent quand même un peu d'impôts sur le revenu. Mais ils ne payent pas ce qu'ils devraient payer. Exactement, ils ne payent pas ce qu'ils devraient payer. Enfin, même si tout ça est légal, c'est tout le problème. Mais ils payent peu d'impôts sur le revenu. Je crois que Gabriel Zucman parlait de quelques millions d'euros, ce qui, évidemment, à l'échelle de la fortune de Bernard Arnault, c'est que dalle. Mais ils c'est payent moins que ce qu'on paye nous, par exemple. C'est évidemment moins que ce que toi et moi, on paye exactement à l'échelle de notre revenu. Mais néanmoins, ils payent quand même quelques millions d'euros d'impôts sur le revenu. S'il y a vraiment quelques riches qui payent rien du tout, il est possible qu'il y en ait certains qui fraudent, tout simplement. Ce qui expliquerait pourquoi ils ne payent aucun impôt sur le revenu. Mais en tout cas, je serais très curieux de savoir, évidemment, d'avoir le fin mot de l'histoire et d'avoir les documents de l'administration fiscale sur lesquels s'est basé Éric Lombard. Je ne suis pas persuadé que ces documents soient rendus publics. Ok, on va voir ça et on vous le dira dans les jours qui viennent si ça se fait. Est-ce que tu peux nous dire maintenant exactement comment fonctionne la taxe Zucman qui est pensée non pas pour créer un impôt sur le revenu sur les riches, pour les riches, mais pour créer un impôt qui vient compenser l'absence d'impôt sur le revenu pour les plus riches. Ouais, la taxe Zucman, donc du nom de cet économiste français qui est aujourd'hui mondialement connu, qui enseigne aux États-Unis notamment. Qui a enseigné, je crois, mais bon, après, les carrières, des fois, viennent là-dessus. Enfin, et lui, en gros, son idée, c'est donc de créer un impôt donc plancher de 2%, c'est-à-dire que personne ne pourrait payer moins, au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine. Et donc ça concernerait 1800 personnes en France selon ses propres calculs, donc c'est vraiment très peu de monde. Et donc en fait c'est ça qui est quand même assez dingue, c'est que c'est à la fois très peu de monde, c'est un taux qui est finalement très faible, 2%, c'est quand même, surtout que c'est pour s'assurer que personne ne paye moins de 2%. S'il y a aujourd'hui des gens très riches qui payent déjà 2%, mais ils n'ont pas à payer la taxe. Voilà, c'est ça, donc c'est comme tu le disais, c'est un impôt différentiel. Un minimum pour ceux qui ne le paieraient pas. Voilà, c'est ça. Et ça concernerait 1800 foyers fiscaux, donc on voit que c'est quand même très très peu de monde. Et pourtant, ça a suscité une espèce de bronca complètement délirante au cours des derniers mois. On a expliqué que ça allait faire fuir les riches, en gros. Comment tu expliques justement que la Macronie, la droite et l'extrême droite, pourtant Marine Le Pen prétend être du côté de la justice fiscale et du côté des Français les plus modestes, comment tu expliques que ces trois forces politiques et diaboliser la taxe Zucman? Ils en ont parlé comme si c'était vraiment un danger économique absolu, qu'elle allait détruire notre économie. Il y avait des mots ultra alarmistes, alors que, comme tu le dis, ça concerne peu de personnes, ça vient ramener de la justice, et ça crée un impôt qui n'est pas gigantesque, c'est le strict minimum pour ceux qui ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Ouais. Non, mais tu as raison. Et puis surtout, juste avant de te répondre, il faut préciser que les arguments qui sont utilisés pour diaboliser cette taxe Zucman sont bidons. C'est-à-dire que le premier argument, c'est de dire ça va faire fuir les riches, parce que les riches, quand ils payent des impôts, ils partent. Cet argument-là, il a été démonté notamment par le Conseil d'analyse économique qui a fait une étude hyper intéressante, qui a montré un peu les effets sur 15 ans des politiques fiscales sur les mouvements des plus riches. Et ce que montre le Conseil d'analyse économique, c'est pas une officine gauchiste, le CAE, c'est quand même des gens assez qui sont pas spécialement d'extrême gauche. Il te montre que c'est à peu près 0,2% du 1% les plus riches qui auraient décidé de partir depuis 15 ans parce que les impôts ont augmenté. Donc c'est quand même pas grand-chose. L'autre argument, c'était de dire mais vous allez ruiner des gens, des créateurs de richesses. Notamment, tu sais, il y a eu toute une polémique parce qu'il y a un start-upper, enfin quelqu'un qui a créé une start-up française qui s'appelle Mistral IA, donc intelligence artificielle, qui a dit moi je veux bien payer la taxe, mais le problème c'est que certes ma start-up elle est valorisée à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros, mais vu qu'elle ne fait pas de bénéfices, moi je gagne très très peu d'argent.
Donc je voudrais payer, je ne peux pas. Donc là, Gabriel Zucman, qui est quelqu'un de très conciliant, a dit c'est pas grave. Si vous ne pouvez pas payer en nature, en revenu, vous payez en nature. Ça veut dire que vous donnez au fisc une partie, en tout cas des actions de l'entreprise pour payer cette taxe. Il faut quand même préciser que la situation de ces start-upers-là, c'est très très peu de personnes en France qui seraient concernées. Et puis si ça concerne très peu de personnes et que, imaginons qu'il y ait vraiment à un endroit des créateurs, vraiment des créateurs de richesse, et pas que pour eux, pour tout le monde, qui seraient pénalisés par une taxe Zucman, tu peux très bien imaginer un petit levier qui permettent dans ces cas-là, protéger ces personnes-là. Exactement. C'est un peu comme ça, peut-être, que sont nées les niches fiscales avant que ça parte en vrille. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis le dernier argument, c'est celui que je préférais, c'était de dire, mais il faut surtout pas, ça sert à rien en fait de taxer les riches, parce que les riches, ils esquivent l'impôt. Donc ça sert à rien de les taxer. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu, mais ça revient à dire, si tu veux, ça sert à rien de faire des limitations de vitesse sur l'autoroute, parce que de toute façon, il y aura toujours des gens qui rouleront à 180 km/h. Le problème, évidemment, voilà, c'est ça. Donc le problème, on sait très bien, c'est pas le code de la route, c'est les chauffards. Bon, c'est pareil pour le débat sur la fiscalité. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que des gens qui, sur la sécurité, sont très volontaristes dans le discours. Après, sur les moyens qu'ils donnent vraiment, c'est autre chose, mais sont très volontaristes dans le discours. Ouais. Quand il s'agit de la délinquance en col blanc, là, ils sont d'un coup la frontière entre le légal, l'illégal et le discours sur la volonté de la puissance publique n'est pas du tout le même. Oui, bien sûr. On voit bien que les gens de droite, les libéraux en général, réclament, disent en tout cas qu'il faut se montrer absolument impitoyable avec les gens qui gagnent peu d'argent, notamment tous les personnes qui touchent l'assurance chômage, tu vois, ou qui touchent les minima sociaux. Et à l'inverse, ils sont beaucoup plus complaisants à l'égard des plus riches, ça c'est sûr. Mais parce qu'ils ont un discours de classe. C'est pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que la droite défend les riches ? Tout simplement parce qu'elle défend ses intérêts de classe. C'est aussi simple que ça. Bon, pour l'extrême droite, c'est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est quand même pas les plus riches qui votent pour l'extrême droite. Tu sais ça mieux que moi. Mais c'est vrai que l'extrême droite est dans un espèce de mouvement de normalisation auprès notamment des milieux patronaux. Ils ont compris que pour arriver au pouvoir, il fallait qu'ils arrêtent de faire peur, notamment les gens qui ont le pouvoir, et donc c'est-à-dire les plus riches et les patrons. Et donc c'est pour ça qu'il y a tout un discours finalement très libéral aujourd'hui qui est... mais il y a eu des périodes de l'histoire où la droite défendait les plus riches, mais il défendait aussi l'idée qu'il y a une participation. Et d'ailleurs, pour maintenir un état d'inégalité, il fallait donner des gages, il fallait un minimum de swap. Et là, on a l'impression qu'une grande partie de la droite s'est complètement radicalisée dans un discours anti-impôt. Il faut zéro impôt, il ne faut plus rien. Ce qu'on appelle d'ailleurs le séparatisme des riches. Et que là, ils sont en train de tout lâcher, et chacun pour sa gueule. Quoi. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est très inquiétant parce qu'en fait, ça mine le pacte social, on l'a dit tout à l'heure, et puis le consentement à l'impôt. C'est extrêmement compliqué d'expliquer à la majorité qu'il va falloir faire des efforts pour réduire les déficits publics notamment, quand dans le même temps, cette majorité a le sentiment que toute petite minorité de gens échappe à l'impôt. Et c'est ce qu'on voit, il y a des sondages qui sont menés là-dessus sur ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Et tous les sondages disent la même chose, et ils disent les gens sont plutôt évidemment disposés à payer des impôts, mais ils ont le sentiment déjà que leur argent est mal utilisé. Et c'est vrai qu'on peut le comprendre, quand tu payes des impôts, de la TVA, etc., et qu'ensuite tu vas faire 3 heures de queue aux urgences pour attendre d'être soigné, tu as l'impression que l'argent public est très très mal utilisé. Et puis, cette idée qui revient, c'est qu'il est anormal de demander aux plus pauvres et puis aux classes moyennes de payer rubis sur l'ongle quand tu as des milliardaires qui payent peu, voire pas d'impôts, comme le dit Éric Lombard. Oui, la bataille de l'impôt est vraiment au cœur de la bataille idéologique en ce moment, d'autant plus que les enquêtes d'opinion montrent que les Français seraient prêts à payer un petit peu plus d'impôts sur le revenu pour avoir une meilleure école, un meilleur hôpital, des meilleurs transports, de meilleurs services publics auxquels ils sont très attachés. Mais en face, quand ils voient que des milliardaires ne les payent pas, oui, c'est peut-être le but des libéraux, là, ça peut être une carte pour faire s'effondrer tout le château. Tout à l'heure, tu disais que les enquêtes qui ont été faites sur la taxe Zucman montraient que, elle n'a jamais été appliquée, mais montraient que si elle avait été appliquée, elle n'aurait pas fait fuir les plus riches. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'un nouvel impôt sur les riches est en débat, parce qu'il n'y en a pas si souvent qui sont créés ces dernières années, même si quand on entend la droite, on a l'impression que c'est le matraquage permanent. Il y a une bataille idéologique, mais il n'y a pas dans les faits de nouvel impôt sur eux. Et à chaque fois qu'une enquête est faite sur est-ce qu'un impôt fait fuir les plus riches, le résultat, c'est que non, ça ne fait pas fuir les plus riches. Et au Sénat, donc le Sénat, c'est-à-dire, c'est pas du tout une officine, c'est pas attaque. Et d'ailleurs, les travaux d'attaque sont sérieux, c'est pas ce que je veux dire, mais le Sénat, le rapport du Sénat sur l'ISF,
donc sur l'ISF, que la droite et que la Macronie accusaient de faire fuir les riches, le rapport du Sénat, c'était que 0,02% des riches quittaient la France à cause de l'ISF, et que sur ces 0,02% des riches qui partaient, c'était essentiellement des inactifs, des retraités. Oui, Et que en plus. quand les riches étaient en activité, parce que c'est ça le discours, hein, quand ils étaient en activité, quand ils investissaient dans le pays, quand ils faisaient du business, ils restaient en France, parce que c'était intéressant de rester en France. Ouais, non, mais ça m'étonne pas du tout. Mais pour revenir sur l'analyse dont je parlais tout à l'heure, ils ont le Conseil d'analyse économique, donc les 0,2% du top 100, enfin du top 1% des plus riches qui partaient à cause de, entre guillemets, à cause de l'impôt. En fait, l'argument de la droite, c'est de dire mais oui, mais c'est peut-être peu de personnes, mais vu que c'est des gens qui pèsent très très lourd dans l'économie, s'ils s'en vont, ça va être un drame absolu. Et ce que montre le Conseil d'analyse économique, c'est qu'en fait, les gens qui s'en vont, c'est pas forcément un drame pour les entreprises qui contrôlaient. En fait, on pourrait penser que si les riches s'en vont, qui sont actionnaires d'entreprises ou propriétaires, et ces boîtes-là vont faire faillite. En fait, pas du tout. Ce que montre la littérature économique, c'est que ces entreprises-là, au pire, elles vont être rachetées par d'autres. Mais finalement, il y a très très peu de destruction d'emplois et de licenciements. Et pour la gauche, sur la taxe Zuckman, on entend souvent dire, les journalistes dire que la gauche a abandonné ce champ, a abandonné cette question, que la gauche ne sait pas marquer de points, ne sait pas imposer le débat public, ne sait pas amener le débat public sur les sujets sur lesquels elle est la plus forte, sur la taxe Zuckman. Par contre, là, tout le monde disait que la gauche avait réussi à imposer. En réalité, il y a plein de sujets qu'elle impose, et même sur les sujets qu'elle n'impose pas, elle arrive à donner sa vision des choses. Ouais. Mais sur la taxe Zuckman, on a l'impression qu'il y avait une victoire idéologique, une victoire médiatique, qui n'a pas été suivie d'une victoire au Parlement du fait du rapport de force au Parlement. Ouais, non, mais t'as raison. Il y a une victoire idéologique sur ces questions, sans aucun doute. À chaque fois que tu interroges les gens pour savoir s'ils sont pour l'idée d'axer davantage les riches, là c'était le cas de la taxe Zuckman, mais même sur le retour de l'ISF, tu sais, qui a été dézingué par Emmanuel Macron, systématiquement tu obtiens une très très large adhésion, et pas forcément d'ailleurs des plus pauvres, hein. Toutes les classes moyennes et même une partie en fait des gens qui gagnent beaucoup d'argent sont pour l'idée de taxer les plus riches. Donc quelque part la bataille idéologique elle est gagnée. Le problème évidemment c'est de gagner la bataille politique, et ça la gauche a beaucoup de mal à le faire. On l'a vu, je veux dire, il y a eu des débats dans tous les sens pendant des mois et des mois. Le gouvernement n'a jamais cédé. Pour eux, la taxe Zuckman, il y a quelque chose de symbolique pour eux. Ils se disent, si on lâche là-dessus... C'est le pied dans la porte. Voilà, c'est ça. Si on lâche là-dessus, on va lâcher sur tout le reste. Et on va se retrouver en difficulté. Mais c'est un discours qui est profondément idéologique. Si tu veux, ça s'appuie sur quasiment rien de concret sur le plan économique. Ok. Eh ben, on va continuer de suivre ça donc, à l'Humanité et à lire les articles de la rubrique Capital Travail. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à très bientôt sur l'humanité.fr pour de nouvelles vidéos et de nouvelles informations concernant la bataille de l'impôt et puis plein d'autres choses évidemment.